Es-tu ou pas une passoire? Es-tu quelqu'un qui sait bien gérer son argent? Pour y répondre, je vais te proposer un simple quiz. Prends ton salaire mensuel, multiplie-le par 12, ça te fait ton salaire annuel. Et ensuite, dis-moi si ce que tu as en épargne aujourd'hui vaut au minimum 3 mois de salaire par an. Prenons le cas de quelqu'un, par exemple, qui gagne 2 000 €, 2 000 $ par mois. Cette personne-là gagne 24 000 € en une année et devrait avoir mis de côté par année 6 000 €, c'est-à-dire 2 000 € par 3. Le principe ici, il est simple. Tout bon épargnant devrait mettre de côté environ 3 mois d'épargne de côté par année de travail. Si vous travaillez depuis 5 ans et que vous touchiez 2 000 € votre première année, ça veut dire que vous devez avoir au minimum 6 000 € fois 5, c'est-à-dire 30 000 € dans votre compte en banque. En sachant en plus que normalement en 5 ans, vous avez connu des augmentations, vous devriez avoir plus que cette somme-là. Mais la réalité est que je connais très peu de personnes qui travaillent depuis plus de 5 ans et qui ont plus de 30 000 € en banque. Et pourtant, ils touchent bien plus que 2 000 € par an. Faites cette logique, peu importe votre monnaie dans votre pays, appliquez-la et dites-moi quel résultat vous trouvez au final. Si vos résultats donnent entre 1 et 3 mois d'épargne par an, alors c'est acceptable. Si vous êtes entre 3 mois et plus par année de travail, alors vous êtes un bon épargnant. Par contre, si vous êtes en dessous de 1 mois d'épargne par année de travail, alors il faut s'inquiéter. Et puis si par malheur, vous êtes au rouge, alors votre cas est très grave et vous avez désespérément besoin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 types de dettes qui plombent le plus les finances des gens. Il s'agit en réalité de 5 dettes, excusez-moi le terme, mais un peu stupides que nous faisons et qui nous ruinent. Parce que je me suis bien rendu compte que la plupart des personnes qui ont du mal à gérer leur argent, ce sont souvent des gens qui prennent des dettes farfelues. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est grâce à ça qu'on va faire développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxièmement, dans la barre de description de cette vidéo, j'ai un quiz pour toi qui s'appelle « Es-tu une passoire ?» Il s'agit d'un révélateur qui va te permettre d'approfondir ta gestion des finances, histoire de savoir si tu es ou pas un bon gestionnaire de finances. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, j'ai conçu tout un programme dans lequel des coachs et moi t'accompagnons à pouvoir redresser tes finances. Donc si tu es quelqu'un qui ne sait pas bien gérer son argent, ou alors même quelqu'un qui aujourd'hui a du mal avec la gestion de l'argent, ou même qui a un peu d'argent mais ne sait pas dans quoi l'investir, cette formation est celle qu'il te faut. Parce que dans cette formation, je te prends en 3 étapes. La première étape, comment rembourser toutes tes dettes. La deuxième étape, comment épargner ton argent. Et la troisième étape, comment le réinvestir. Donc si tu es dans l'une de ces 3 cases, eh bien, c'est clairement la formation qu'il te faut. Dans la barre de description, je te la laisse à tarif promotionnel pendant 48 heures. C'est donc le meilleur moment pour toi pour en bénéficier. Mais avant d'aller regarder cette vidéo qui t'attend en barre de description, permets-moi de voir avec toi aujourd'hui quelles sont ces dettes que nous prenons au quotidien et qui nous plombent nos finances. Les premiers types de dettes que je vois prendre, ce sont des dettes de vacances. Oui, beaucoup de gens en Occident prennent des dettes pour aller en vacances. On a passé une année de travail assez difficile, on a besoin de déstresser, on sort d'un confinement long, on a besoin d'aller voir autre chose, on a besoin d'aller revoir sa famille au pays, mais les finances ne suivent pas. Mais on n'a pas assez d'argent pour pouvoir se faire ce plaisir-là. Or, les vacances, c'est une étape importante dans la vie. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le banquier et on lui demande de nous mettre à disposition un peu d'argent. 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € en fonction de ce qu'on va faire pendant ces vacances-là. On prend cet argent et on se dit, quand je reviens de toutes les façons, je vais pouvoir rembourser cet argent à la banque. Et ensuite, la vie va continuer. Erreur fondamentale. Ne prenez jamais un crédit dans votre vie parce que vous voulez aller en vacances. Je suis désolé de dire ça, mais les vacances, ce n'est pas vital. Ok? Si vous avez des doutes, regardez tous les milliards d'habitants sur la planète qui vivent sans jamais savoir ce que c'est que des vacances. Donc, les vacances, on peut vivre sans. Par contre, si les vacances sont importantes pour vous, ce que vous devez absolument faire, c'est prévoir les dépenses de vos vacances dans un budget.
créez-vous un budget et faites-vous une épargne. Si vous vous dites, j'ai besoin de 2 000 € pour aller en vacances, vous prenez simplement 12 mois de travail et vous divisez par 2 000. Ça va vous faire à peu près 200 € par mois, un peu moins. Et vous décidez que vous allez mettre cet argent de côté tous les mois en prévision de vos vacances qui vont arriver à la fin d'année. Et comme ça, quand le moment des vacances arrive, vous prenez simplement l'argent que vous avez mis de côté relatif à ces vacances-là et vous vous faites plaisir. Aussi simple que ça. Mais ce que je constate la plupart du temps, c'est que les gens ne planifient absolument pas leurs vacances au niveau budget. Ils ne planifient même pas souvent leurs vacances au niveau billet d'avion. Ils se retrouvent juste comme ça, pris par l'émotion de se dire « Ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu la famille, je vais y aller. Oh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé en vacances, je vais y aller. Oh là là, cette année, les copains veulent aller au ski, je vais me joindre à eux. » Et du coup, ils vont dilapider leurs finances, histoire de pouvoir donner libre cours à une pensée comme ça qui leur est venue de nulle part. Vous êtes des assassins de votre famille. Vous êtes en train de mettre en péril votre héritage et votre avenir parce que clairement, vous dilapidez les ressources qui devraient vous permettre demain de bâtir quelque chose de stable. Deuxième type de dette que je vois de plus en plus se proliférer et qui sont hyper dangereuses, c'est prendre des dettes pour préparer son mariage. Oui, ou alors, pire, sa dot. Enfin, pire, c'est la même famille. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Le mariage, c'est un moment très important dans la vie. C'est le jour où on doit manifester, pour certains, son amour à sa bien-aimée. C'est le jour où on doit montrer qu'on aime sa dulcinée. Mais c'est aussi le jour, il faut le dire, là où on doit impressionner les copains, les copines, passer des messages aux ex, démontrer aux uns et aux autres qu'on a réussi dans la vie, ou alors que nous, on va maintenant faire mieux que les autres. Oui, les mariages sont aussi les lieux de comparaison, les lieux où on veut impressionner les autres au travers de notre capacité à pouvoir dépenser plus qu'eux. Et donc du coup, comme c'est la logique dans laquelle certains sont, le mariage devient donc le lieu dans lequel on va faire énormément de dépenses. Certains disent c'est le plus beau jour de ta vie. D'autres disent comme c'est le plus beau jour de ta vie, c'est aussi le jour où tu dois être le plus bête. Excusez-moi parce que tu vas faire des dépenses ce jour-là qui n'ont aucun sens. Des dépenses pour une journée, pour 24 heures. Vous avez des gens qui se marient à 1 million d'euros pour 24 heures. D'autres se marient à 100 000 € pour 24 heures. En réalité, le chiffre auquel tu te maries ne signifie absolument rien. On doit mettre ce chiffre en parallèle à l'argent que tu possèdes. Si on me dit que le fils de Dangote ou la fille de Dangote se marie à 1 million de dollars, ça ne me choque pas forcément. Il peut se permettre ça. Il peut se permettre de payer 1 million de dollars sans que ça ne déstabilise ses finances. Mais pour certaines personnes, 15 000 €, c'est déjà beaucoup trop par rapport à tes finances. Tu vois ce que je veux dire? Le but ici, ce n'est pas de dire qu'il y a un bon ou un mauvais montant. Le but, c'est de dire quel est le montant que tu peux financer avec tes propres ressources. Et moi, je pense qu'un des meilleurs moyens simplement de pouvoir se marier, c'est de se marier avec ses moyens. De combien vous disposez en tant que couple pour pouvoir vous marier. Attention, on ne se marie pas en comptant sur les gens. Premier point très important. Et c'est peut-être pour ça aussi que certaines personnes, au final, se retrouvent à prendre des dettes. Parce qu'ils espéraient que tel allait les aider, tel allait leur donner de l'argent. Et comme cet argent espéré n'est pas arrivé, boum, on va prendre un crédit rapidement pour essayer de compenser. Ou alors, on veut s'offrir une lune de miel de ouf. Non, les amis, ce n'est pas comme ça du tout que ça marche. Absolument pas du tout. Pour nous, c'était important d'avoir une lune de miel. En Afrique, on était à Cape Town, en Afrique du Sud, un endroit juste paradisiaque. Mais on avait prévu un budget pour ça. On avait prévu un budget pour se marier, un budget pour la dot, un budget pour tout. De telle sorte qu'on ne dépendait de personne, même pas pour un iota. Attention, on a eu énormément de dons à notre mariage. Énormément. Mais on ne comptait sur aucun don. On ne comptait sur rien du tout. La preuve, les gens même qui devaient être les personnes sur qui tu pouvais compter ne sont pas celles qui se sont manifestées. Tu imagines? Et puis surtout, derrière, on connaît nos familles. Tu vas donner la possibilité à quelqu'un de venir financer ton mariage. Et à vie, tu as la bouche fermée parce que dès que tu vas te dire, oh, calme-toi, c'est moi qui ai payé ton mariage. Hein. Il y a des oncles comme ça et des tantes comme ça qui toute ta vie vont te rappeler que c'est eux qui ont financé ton mariage. À un moment donné, tu vas en avoir marre. Mais tu n'y peux rien. Tu te maries une fois normalement pour la vie. Et donc, ceux qui t'ont financé ça à vie aussi, tu vas leur être redevable. Donc, je pense que si tu n'es pas prêt pour le mariage, ne te marie pas. Attends, ok? Ce n'est pas la peine d'aller t'endetter. Surtout pas. Surtout pas. La dernière fois que j'avais parlé de cette thématique, j'ai des couples qui m'ont écrit pour me remercier parce qu'ils étaient sur le point de prendre des crédits pour aller se marier. Donc, si c'est ton cas, annule ce crédit rapidement. Ne t'endette pas pour te marier. Si la fille là se fâche et elle dit qu'elle va te quitter parce que tu n'as pas pris de crédit, je pense que c'est un signe très clair du destin. Laisse-la partir. On ne se marie pas à crédit. Et une fille, une dame qui te met la pression pour que tu viennes la doter très cher, ça aussi, il faut t'inquiéter de ça. Pourquoi?
Parce qu'en fait, normalement, quand tu te maries, ta femme, ta future épouse est supposée être de ton côté, ok? Elle est supposée être de ton côté pour préserver le maximum d'argent de votre côté. Au niveau de la dot, bien sûr qu'on fait une dot symbolique pour faire plaisir aux familles. Mais il faut aussi le dire, dans certaines familles maintenant, la dot est devenue le moyen de pouvoir s'enrichir, de pouvoir régler les dettes de la famille, de pouvoir régler et construire des choses. Vous voyez des listes de dot kilométriques, vous vous demandez, mais qui va payer tout ça? Est-ce que ça, c'est encore le symbole? Ce n'est plus du tout du symbole. Et quand vous avez fini donc de prendre autant d'argent et que votre fille vient en mariage, elle va encore manger quoi? On vous a déjà donné tout l'argent. Non, donc fondamentalement, je pense que ces histoires de dot, pour ceux qui les pratiquent, doivent rester dans le symbolique, surtout de nos jours. Et surtout, bien évidemment, on ne s'endette pas pour une dot. Okay? On ne s'endette ni pour une dot, ni pour un mariage. On fait avec ses propres moyens. Si on n'est pas encore prêt, on attend. On attend d'être prêt. Et puis sortez un peu du délire de « je veux faire le plus beau mariage de ceci, cela, je veux faire la plus belle robe ». C'est faux. Il y a toujours mariage plus beau que le tien, toujours robe plus belle que la tienne, toujours une mariée qui sera plus mignonne que toi, toujours un mari qui sera plus choco que toi, toujours, toujours, toujours. Donc ça ne sert à rien de tomber dans les bêtises de penser que tu vas être le plus beau, la plus belle. Il y aura toujours, même à ton mariage, des gens qui vont venir parmi tes invités qui seront plus belles que toi, qui seront plus beaux que toi. Okay? Ce qui est important, c'est d'être beau aux yeux de la personne que tu épouses. C'est pas que le monde entier dise « Oh, c'est la plus belle ». On s'en fout de ça. Le regard qui compte, c'est le regard de la personne que tu épouses. Ne l'oubliez pas. Les troisièmes types de crédits dans lesquels je vois les gens partir sont peut-être les plus difficiles à comprendre. Ce sont des gens qui s'endettent pour des appareils. Oui, aujourd'hui, je vois des gens qui prennent des crédits parce qu'ils veulent acheter un home cinéma. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une grande télévision avec une grande expérience immersive pour pouvoir regarder des matchs de foot ou alors jouer à des jeux vidéo. Incroyable, wonderful. Comment on peut en arriver à ça? Oui, malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui mettent des fortunes. Enfin, ils vont prendre des crédits pour pouvoir payer des fortunes ce genre d'objet. Et quand ce n'est pas un home cinéma, ça va être un ordinateur. Et alors, quand c'est l'ordinateur, on essaye de se tromper un peu. Oui, c'est un outil de travail. Faux. Tu mens. Tu te mens à toi-même. Ce n'est pas un outil de travail, c'est un outil pour t'amuser sur Internet et surfer. De temps en temps, tu t'en sers pour faire 2-3 choses, mais fondamentalement, c'est un outil que tu prends pour t'amuser. Il faut le dire, très peu de personnes se servent de l'ordinateur comme un outil de travail. Et puis, si c'est un outil de travail, alors ta société et le travail que tu fais n'ont qu'à te payer l'ordinateur. Pourquoi tu prends un crédit pour pouvoir t'endetter? Tu as déjà un petit ordinateur aujourd'hui, un vieil ordinateur. Utilise-le jusqu'à ce que ton travail là te rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir investir dans un nouvel appareil. Mais ne va pas t'endetter au nom de ce que tu veux aller. Non, tu veux aller travailler. Ça, c'est un faux truc ça. Pareil pour les gens qui prennent des crédits pour acheter des appareils électroménagers, pour acheter un canapé. Oui, des gens s'endettent pour ce genre de choses. Beaucoup de gens s'endettent pour ce genre de choses. Quand il faut un déménagement, non, il faut que ma maison soit belle, mais je n'ai pas assez de moyens. Du coup, je fais quoi? Je prends un crédit pour pouvoir acheter ci, acheter ça. That's just crazy. C'est juste impensable de faire ça. Et pourtant, beaucoup de gens font ça. Pourquoi? Parce que vous voulez impressionner les gens. Vous voulez impressionner les gens. Vous voulez que quand les gens viennent chez vous, ils aient le wow effect. Que les gens puissent dire wow. Comme si c'est parce qu'ils ont dit wow à cause de votre déco qu'ils vous respectent plus. Vous pensez vraiment, honnêtement, que les gens vous respectent plus à cause de la taille de votre écran de cinéma? Que les gens vous respectent plus à cause de votre ordinateur? Si des gens vous respectent plus à cause de ce genre de choses, méfiez-vous de ces personnes-là parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui elles-mêmes ne savent pas ce qu'il faut valoriser dans la vie. Si quelqu'un vous respecte à cause de la taille d'un ordinateur ou d'un écran, c'est inquiétant et c'est chaud. Quatrième dette que je vois des gens prendre, c'est des dettes pour acheter des voitures. Oui, et je sais qu'ici, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, mais Philippe, moi j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail. Peut-être, mais est-ce qu'il est nécessaire que tu t'endettes? C'est toute la question. En Occident, il y a des voitures qu'on peut acheter même à 1000 euros, 1000 $. Ça existe. Et c'est des voitures qui marchent et qui roulent même bien. Mais sérieusement, hein, il y a des voitures qu'on peut acheter à 1000 euros, 1500 euros. Donc, si vous voulez acheter des voitures d'un standing un peu meilleur parce que vous voulez éviter des pannes, tout ce que tu veux, eh bien, faites-le avec vos moyens. Avec 4000 euros, 5000 euros, tu peux déjà acheter des véhicules d'une certaine taille citadine qui peuvent faire l'affaire. Mais si tu as envie d'acheter la grosse voiture et que tu n'en as pas les moyens, patiente. Économise, mets de l'argent de côté, mais ne t'endette absolument pas parce que tu veux acheter une voiture. Je peux comprendre que parce que tu es dans un pays dans lequel on a besoin de longue distance, comme en Amérique du Nord, pour aller au travail, tu as besoin d'un véhicule. Ok, mais est-ce que c'est la peine de t'endetter pour ça? Je ne pense pas du tout. Le principe ici, il est simplement de dire qu'il faut éviter à tout prix d'entrer dans des dettes à cause des produits de consommation, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, ne vous endettez jamais pour acheter
ou dépenser dans l'une des 4 choses que j'ai citées jusqu'à présent. Et puis la 5e dette, ceux-là, ce sont juste des cas très forts. Ce sont les gens qui s'endettent parce qu'ils peuvent s'endetter. De quoi je parle? Quand vous êtes en Europe, en général en Occident, vous avez dans vos comptes bancaires des lignes de crédit, des découverts. C'est-à-dire que la banque met à votre disposition de l'argent qu'elle peut vous prêter à tout moment. Ça peut être 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros en fonction de votre compte bancaire et de votre relation à la banque. Il y a des gens qui, quand ils voient qu'ils ont un découvert bancaire, ils vont automatiquement chercher cet argent. Je me demande ce qui se passe dans leur tête en fait. Oh, le découvert bancaire, c'est une dette, hein? Ce n'est pas ton argent. Ton argent, c'est tout ce qu'il y a jusqu'à zéro. Dès que tu es en dessous de zéro, ce n'est plus pour toi. Clairement, ce n'est absolument plus pour toi. Je ne comprends pas. Moi, ça va peut-être vous surprendre, je n'ai jamais de toute ma vie utilisé de découvert bancaire. De toutes les façons, je n'ai jamais été en découvert dans mes comptes. Jamais, au grand jamais, je n'ai eu moins dans mes comptes. Jamais. Depuis l'époque où j'étais étudiant, je n'ai jamais connu le découvert bancaire de ma vie. Donc, je ne sais même pas ce que c'est que aller chercher l'argent de la banque pour le découvert. Jamais. Jamais. Et c'est absolument possible. C'est absolument possible. Ne soyez pas attiré par le mauvais argent. Le mauvais argent, c'est cet argent qui ne t'appartient pas en fait et qui te donne le sentiment que tu as un pouvoir financier pour acheter telle ou telle chose. Non, tu es juste en train de te mettre en prison pour ta banque. Tu es juste en train de t'attacher toi-même, tu es en train de te mettre en esclavage et de mettre la chaîne entre tes mains pour que quelqu'un t'entraîne là où il veut t'entraîner. Donc non, absolument non, il ne faut absolument pas rentrer dans ce type de dépenses, mais vraiment pas du tout. Si vous entrez là-dedans, vous êtes juste foutu. Clairement, vous êtes foutu. Voilà les 5 dépenses qui aujourd'hui, d'après moi, conduisent beaucoup de gens dans les endettements et qu'il faut absolument éviter. Si vous voulez améliorer vos finances, rendez-vous dans la barre de description. Vous êtes les bienvenus dans le programme que j'ai créé pour vous tenir par la main et vous aider à faire 3 choses. Premièrement, assainir vos finances. Deuxièmement, épargner. Et puis troisièmement, investir. Si vous êtes concerné par l'une des 3 ou par les 3, la formation y répond entièrement, ainsi que l'accompagnement avec nos encadreurs. Rendez-vous donc dans la barre de description et je vous dis hasta la vista, soara.